Bienvenue dans le carré d'As Immobilier, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur l'immobilier. Que vous soyez investisseur débutant, professionnel chevronné ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode, nous recevons des experts du secteur immobilier, agents, investisseurs, promoteurs, architectes, notaires et bien d'autres encore. Ensemble, nous explorons les dernières tendances du marché, les stratégies d'investissement, les conseils pratiques pour réussir vos projets, les réglementations à connaître. Notre mission, vous fournir des clés concrètes et inspirantes pour naviguer avec succès dans l'univers passionnant de l'immobilier. Je suis Marie-Georges Conan. Durant ce podcast, je serai avec Isaac Wayoro afin de le piloter. Bonjour Isaac, comment tu vas? Bonjour Marie-Georges, je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Alors, quel est le thème de ce premier épisode? Pour ce premier épisode, nous avons pour thème l'immobilier urbain, l'immobilier rural, où investir. Et nous avons pour intervenant M. Herman Nyombe. Bonjour M. Herman. Bonjour M. Wayoro. Comment vous allez? Ça va, Je vais bien, merci. Alors, qui est M. Herman Nyombe et aussi, quel est votre parcours dans l'immobilier? Alors, je suis Herman Nyombe. Je suis le fondateur, directeur général de l'entreprise Adsam Group, qui est une entreprise qui a 3 volets, qui intervient dans 3 différents secteurs. Nous sommes dans l'ingénierie, dans l'éducation et également dans le foncier. C'est par le foncier que nous avons commencé. Et dans ces 3 différents secteurs, nous avons les agréments qu'il faut. Au niveau de l'ingénierie, nous avons les agréments de Côte d'Ivoire Énergie, nous avons les agréments de la CUE. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons les agréments du ministère de l'Enseignement supérieur, où nous avons une grande école avec 40 étudiants, dont 21 affectés de l'État. Pour le foncier, nous sommes agents immobiliers agréés et nous sommes également promoteurs constructeurs agréés. Donc, il faut dire que le foncier, c'est la base de notre entreprise. Donc, si je comprends bien, Adsam est un très grand groupe et qui a plusieurs pôles d'activité. Et c'est le foncier qui est une des principales. Effectivement. J'aurais appris également que M. Herman est l'initiateur de Foncier pour tous. Effectivement, Foncier pour tous, c'est un événement qu'on a initié avec mes associés pour permettre la sensibilisation des différents acteurs, que ce soit les professionnels ou que ce soit même les profanes, sur les dangers de l'immobilier. Cet événement nous permet de pouvoir sensibiliser. Et nous sommes à la 4e édition pour cette année 2025. L'année dernière, pour l'édition de 2023, on avait des géomètres experts, on avait un ingénieur, un architecte, on avait aussi des professionnels de l'immobilier. Pour cette année 2025, nous promettons encore de plus belles couleurs. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené dans l'immobilier, spécialement dans le foncier? Faut dire que tout jeune, j'aspirais déjà à avoir un patrimoine immobilier et c'est ainsi que je me suis lancé dans ce secteur d'activité. J'ai commencé en tant que démarcheur et après j'ai voulu quand même me lancer dans le foncier et j'ai décidé d'aller avec une connaissance qui était dans le lotissement. En ce moment, je ne maîtrisais pas trop bien ce que c'était le lotissement. Et c'est là que ma mésaventure a commencé. Je me suis fait arnaquer par ce dernier-là. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ne pas moi-même apprendre et puis comprendre comment est-ce que ça fonctionne, de sorte à pouvoir non seulement me faire un patrimoine, et puis accompagner aussi toutes les personnes qui veulent se faire un patrimoine dans ce pays. Donc, c'est ainsi que je me suis lancé dans le foncier. D'accord. Alors, on parle d'immobilier urbain, immobilier rural. La question que j'ai envie de poser, c'est de savoir quels sont les principaux atouts et les défis de l'investissement en immobilier urbain par rapport à l'immobilier rural. Ok, déjà avant de répondre à la question, il faut dire qu'il est vraiment très important de pouvoir se faire accompagner. Il est très important d'apprendre comment investir dans ce secteur. Parce que nous, on a fait ces erreurs-là de ne pas apprendre, on s'est lancé sans apprendre. Et ça nous a causé beaucoup de tort. On a eu beaucoup de difficultés. Par la grâce de Dieu, on continue de faire chemin et on a pu quand même avancer. Donc, il est important de savoir que l'immobilier est un domaine qui demande énormément de connaissances. Et si on n'a pas le temps de comprendre ou de se faire former, il faut se faire accompagner tout simplement par des professionnels. Voilà. Donc, l'immobilier urbain, l'immobilier foncier, c'est 2 secteurs qui sont vraiment différents. Le foncier a ses codes, le rural aussi, le foncier urbain a ses codes, le foncier rural a également ses codes. Je pense que tout au long de notre émission, on aura le temps de revenir sur les différents codes de chaque zone.
Moi, j'ai une petite question. Je suis novice dans le secteur. J'aimerais savoir, c'est quoi concrètement le foncier tout court? Alors, le foncier, c'est tout ce qui touche à la terre. Tout ce qui touche à la terre. En gros, c'est le foncier. Quand on parle du foncier, c'est tout ce qui touche à la terre. Par contre, l'immobilier, c'est non seulement le foncier, mais aussi le fait de bâtir ou le fait d'entreprendre toute action qui est liée au logement, à l'habitation. Donc, l'immobilier englobe non seulement le foncier et aussi la construction et même la gestion immobilière. Mais dans ce cas, j'aimerais revenir sur un petit point. Selon vous, quels sont les types de biens qui sont les plus rentables dans chaque catégorie de secteur, que ce soit l'immobilier urbain, l'immobilier rural? Je prends un exemple pour un citoyen lambda qui construit aujourd'hui un appartement, soit à Abidjan. Nous n'avons pas encore sélectionné le quartier, mais à Abidjan, et aussi quelqu'un d'autre qui veut construire dans une autre région de la Côte d'Ivoire. Quel conseil, qu'est-ce que vous voyez, quel conseil vous pouvez donner à cette personne-là? Bon, déjà, il faut dire que je ne peux pas donner de conseils en termes de type de biens par rapport aux différentes zones, parce que dans le domaine rural, le type de biens qu'on peut avoir est vraiment très limité. Est vraiment très limité. Je vais donner les différents types de biens qu'on peut avoir, ou je dirais plutôt les différents types d'investissements qu'on peut faire dans le domaine rural et les différents types d'investissements qu'on peut faire dans le domaine urbain. Et à partir de là, chacun verra comment se positionner. S'il veut se lancer sur l'urbain, comment est-ce qu'il peut se lancer? S'il veut se lancer sur le rural, comment est-ce qu'il peut le faire? Alors déjà, pour le domaine urbain, on a différents types d'investissements. Okay. On a l'achat-revente de parcelles de terre, c'est-à-dire acheter un bien immobilier et le revendre. Maintenant, il y a différents types d'investissements. Il y a des investissements à but lucratif, et puis il y a des investissements pour assurer soit je dirais ses vieux jours, avoir un chez soi où on veut dormir. Donc on a différents types d'investisseurs. Donc pour quelqu'un qui veut se lancer dans du business, faire des affaires, lui, il va plus se tourner vers des parcelles qu'il peut acheter et revendre. Maintenant, pour celui qui veut avoir un patrimoine, c'est-à-dire un patrimoine propre à lui, lui va se tourner vers l'achat de terrain. Donc, on a les terrains qui sont des terrains qui sont titrés en zone urbaine, et puis on a également des appartements qui sont en vente. On a également des maisons qui sont en vente. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin pour décider, par exemple, de se lancer dans la construction pour la vente de maisons, par exemple. Donc ça, c'est différents types d'investissements qu'on peut faire au niveau de l'urbain. Et après, ça va dépendre de la capacité financière de celui qui est concerné. C'est de celui qui est concerné. Non seulement il y a la capacité financière, il y a les stratégies qu'on va développer, et puis également il y a comment est-ce qu'on se fait entourer par les professionnels pour pouvoir se lancer dans cet investissement-là. Et dans ce cas-là, les prix concrètement dans les deux secteurs d'activité. Aujourd'hui, je veux acheter et revendre, mais je me rends compte que Abidjan est cher. Si. Et à l'intérieur, je ne sais pas par où commencer. Si. Selon vous, dans quelle région? Déjà, je voudrais dire que le foncier urbain et le foncier rural, il faut vraiment comprendre ce que c'est. Quand on parle de foncier urbain, c'est pas forcément Abidjan. Voilà, même si nous sommes à Korogo, on peut être toujours dans l'urbain. Voilà, l'urbain, c'est ce qui est régi par le ministère de la Construction. Le rural est régi par le ministère de l'Agriculture. Donc, investir dans le foncier urbain, c'est pas forcément investir à Abidjan. Donc, tout le monde peut investir dans le foncier urbain en fonction de sa capacité financière. Donc, moi, je peux investir à l'intérieur du pays parce que j'ai pas une grande capacité financière. Je peux multiplier mes investissements au niveau de l'intérieur du pays et puis après, revenir sur Abidjan pour m'acheter quelque chose pour mon plaisir ou pour, je vais dire ce que je rêve d'avoir, ce dont je rêve d'avoir. Je peux multiplier mes avoirs au niveau de l'intérieur et puis après revenir à Abidjan. Donc, investir dans l'urbain à l'intérieur est moins coûteux qu'investir dans l'urbain à Abidjan. Maintenant, même si nous sommes à Korogo, on a l'urbain et on a le rural. On a l'urbain et le rural. Par exemple, l'urbain, c'est toutes les zones, toutes les parcelles de terre qui ont été déjà délimitées
et qui ont été déjà intégrés dans le schéma directeur d'urbanisme. Tant que la parcelle n'est pas encore dans le schéma directeur d'urbanisme, on dira que cette parcelle-là est dans le rural. Ok. Voilà. Donc, du coup, investir dans le rural va certainement être encore plus moins cher que dans l'urbain. Maintenant, après aussi, pour ceux qui veulent en faire du business, il y a le seuil de rentabilité. Pour celui qui se tourne vers l'urbain, le seuil de rentabilité est à peu près de 70%. Par contre, dans le rural, le seuil de rentabilité est à peu près de 30%. Et puis, il y a aussi le positionnement qu'il ne faut pas perdre de vue. Quelqu'un peut dire que lui, il veut investir, mais il veut un retour sur investissement assez rapide. Donc, lui, on ne va pas forcément lui demander d'investir dans le foncier rural, à moins qu'il puisse, à moins de pouvoir mettre en place d'autres modèles d'investissement qui sont carrément différents du foncier. Je sais pas si je comprends. Oui, je vous comprends parfaitement, mais j'ai un petit souci. D'accord. Déjà, je veux investir dans l'immobilier rural, mais à la suite de cela, vous avez dit il y a deux types de catégories, c'est-à-dire si quelqu'un veut investir dans l'immobilier rural, il faudrait qu'il veille à consulter le schéma directeur de la ville en question. Je consulte, je vois que mon investissement peut être dans un cadre, mais pas dans le schéma directeur. Est-ce qu'il y a des risques si j'investis dans l'immobilier rural sans que le terrain ne soit dans le schéma directeur? Ça va dépendre. Comme je le dis toujours, investir, c'est une procédure. Investir dans l'immobilier, c'est une procédure. Il y a des étapes à respecter. Alors, si la parcelle que tu veux acheter n'est pas dans le domaine urbain, il y a la procédure qui est mise en place pour acheter ou pour l'acquérir dans le domaine rural également. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. La seule chose qu'il faut faire, il faut s'assurer que peu importe la zone, la parcelle ne tombe pas, par exemple, dans une forêt classée. Okay. Ou par exemple, dans une zone qui est prévue pour un projet étatique. Parce que très souvent, les gens qui sont dans la zone, ils savent que dans cette zone, on doit faire tel truc. Mais certaines personnes véreuses décident malgré tout de vendre, alors que c'est pas possible. Je vois. Là, ça me ramène au niveau des différentes documentations qu'on peut avoir dans les deux secteurs d'activité. Quelles sont pas selon vous, mais quelles sont les documentations que on peut avoir dans les différents secteurs? Au niveau du domaine urbain, on va parler de ce qui existe, de la réalité de notre société. On a différents types de biens. On a des terrains, je prends les terrains, on a des terrains qui sont dans des lotissements non approuvés. Alors pour ceux-là, ils ont des attestations villageoises qui sont issues de lotissements non approuvés. À eux, on leur a donné un délai pour se faire enregistrer gratuitement au niveau du ministère de la Construction. Ensuite, on a une deuxième catégorie, ceux qui ont les lettres d'approbation qui sont issues, ceux qui ont des lettres des attestations villageoises qui sont issues des terrains approuvés. Alors ceux-là, il leur est demandé de lancer leur procédure d'ACD. Et puis après, on a une troisième catégorie. On a ceux qui ont déjà des parcelles qui ont des titres définitifs, comme l'ACD ou le CPF ou encore le CMPF. L'ACD, c'est l'arrêté de concession définitif. Le CPF, c'est le certificat de propriété foncière. Le CMPF, c'est le certificat de mutation de propriété foncière. Donc, voici les différents documents qu'on peut avoir dans le domaine urbain jusqu'à l'avènement de l'ADU. Et l'ADU, lui, il vient pour remplacer tout ce qui est attestation villageoise. Donc, désormais, lorsqu'un lotissement sera approuvé et que ce lotissement aura son certificat de conformité et que les gens pourront obtenir leurs différents titres, leurs différentes attestations, ça ne sera plus des attestations villageoises classiques qu'on connaissait avec différents formats. Ça sera l'attestation de droit d'usage coutumier. On aura un seul document unique qui sera reconnu dans toutes les administrations et qui sera imprimé par le ministère de la Construction. Et à partir de ce document-là, celui qui a son terrain pourra lancer sa demande d'ACD. Ça, c'est dans le domaine urbain. Ça, c'est dans le domaine urbain. Et le domaine rural. Maintenant, dans le domaine rural, nous avons également 3 types de documents. Le premier document que j'assimile souvent à l'extrait de naissance d'une parcelle, c'est le titre de propriété coutumier, qui est différent de l'attestation villageoise qu'on a dans le domaine urbain. Lui, c'est le titre de propriété coutumier. C'est le premier document qu'une parcelle peut avoir. Il est différent de celui que l'ADU vient remplacer.
le titre de propriété coutumier, généralement, il est délivré sur une grande superficie. Par exemple, 50 hectares, 100 hectares, 200 hectares. Il peut être fait au nom d'un individu ou au nom d'une famille. Ça, c'est le titre de propriété coutumier qui est délivré par le chef du village. Ensuite, nous avons le certificat foncier. Le certificat foncier, lui, il est délivré par l'AFOR. Le certificat foncier, il permet de sécuriser une parcelle de terre. Il permet d'entamer l'immatriculation d'une parcelle de terre. À partir du certificat foncier, on peut mener différents types d'opérations dans le domaine rural. La location, la mise en location, la mise en hypothèque, le legs ou la cession ou même la vente. Et puis après, nous avons le titre foncier rural. Le titre foncier rural, lui, il vient pour immatriculer toutes les parcelles de terre qui sont dans le domaine rural. D'accord. Alors, quelles sont les étapes et les acteurs qui interviennent pour l'obtention d'un ACD? Pour l'acquisition d'un bien avec ACD, c'est le notaire, lorsqu'on a déjà l'ACD. Mais par contre, quand on n'a pas encore l'ACD, les acteurs, je dirais, on va avoir le commissaire de justice. On va avoir le commissaire de justice qui, lui, va se charger de faire ce qu'on appelle le compulsoire. Voilà, le compulsoire qui permet de s'assurer que celui qui veut faire son ACD a son nom bel et bien inscrit dans le guide. Si ce n'est pas fait, on va se charger de faire la transcription. Et puis ensuite, il y a le géomètre expert. Le géomètre expert qui va faire le dossier technique de la parcelle. Et puis nous avons, pour finir, le ministère de la Construction. Donc, une fois que tu as ton attestation villageoise qui est issue d'un terrain approuvé, tu fais ton compulsoire, tu fais ton dossier technique et puis tu déposes tes dossiers au niveau du ministère de la Construction. Il y a une partie où on dit l'enregistrement dans le guide. L'enregistrement dans le guide, c'est lorsque tu acquiers le terrain avec quelqu'un. Par exemple, tu achètes le terrain avec une personne. Dans l'ancienne procédure, tu achètes le terrain avec une personne. Vous allez d'abord au niveau du village. Le village va donner une attestation de cession. C'est ce qui va prouver que toi, Wayoro, tu m'as vendu le terrain. Et à la suite de cela, maintenant, il va falloir inscrire mon nom dans le guide. Il va falloir inscrire le nom dans le guide et ça a un coût. Généralement, on paye 250 000, 300 000, 150 000. Ça dépend des zones. Ça varie? Ça varie en fonction des villages. Oh, voilà, okay. Pour ne pas dire en fonction des zones. Voilà. Parce que dans certains villages, ils sont jusqu'à 300 000. Dans d'autres villages, ils sont encore à 150. Dans d'autres, ils sont encore à 40 000 francs, 50 000 francs, ça dépend. Ouais. Voilà. Donc, c'est le commissaire de justice, normalement, qui est habilité à faire l'inscription dans le guide du village. Mais dans certaines zones, ça se fait directement avec le comité de gestion foncière. Tout à l'heure, on a parlé de certificat foncier, de titre foncier. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux documents? Oui, déjà, il faut dire que au niveau du titre foncier, on a deux titres fonciers. Le premier, c'est le titre foncier rural et le second, c'est le titre foncier urbain. Le titre foncier urbain, lui, il intervient avant la sortie de l'ACD. Okay. Le titre foncier, c'est ce document-là qui vient pour confirmer l'immatriculation d'une parcelle de terre. Et c'est à partir de cette immatriculation-là que toutes les opérations pourront se faire. Quand on est dans le domaine urbain, l'immatriculation qui est régie par le titre foncier va aboutir à un ACD. Maintenant, quand on est dans le domaine rural, l'immatriculation aboutit au titre foncier rural. C'est le dernier document qu'on a dans le domaine rural. Maintenant, dans le domaine rural, il y a une différence entre le titre foncier rural et le certificat foncier. Okay. Le certificat foncier, comme je l'ai dit tantôt, c'est un document qui vient pour confirmer l'appartenance d'une parcelle à un individu ou à un groupe d'individus, de sorte à ce que des opérations puissent se faire sur la parcelle. Maintenant, quand on veut passer à une autre étape, c'est-à-dire l'étape de l'immatriculation, on va maintenant vers le titre foncier rural. Et c'est à partir du certificat foncier qu'on fait le titre foncier rural. Donc, une fois que je suis dans le domaine rural, que j'ai mon titre foncier rural, je suis pleinement propriétaire de mon site. Oui, je dirais pleinement propriétaire, mais faudrait pas qu'on oublie que le propriétaire de toutes les parcelles de terre, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Et on est dans le foncier rural. Généralement, pour les zones périurbaines,
pour les zones périurbaines, elles sont très vite affectées par l'urbain. On peut avoir un village qui est dans le rural, mais qui est très proche d'une zone urbaine. Et très rapidement, cette zone-là peut entrer dans le domaine urbain. Alors, il y aura un impact. Il y aura un impact lorsque le schéma directeur sera élargi, sera agrandi ou sera mis à jour. Donc, il y aura certainement un impact. Et à partir de cet impact-là, tu pourras dire que tu es pleinement propriétaire. Si le nouveau schéma directeur n'impacte en rien, toi, ta parcelle, qui fait peut-être 100 hectares, tu vas te retrouver avec 100 hectares en zone urbaine. D'accord. Au tout début, vous avez dit qu'en fonction des zones, c'est-à-dire l'immobilier urbain, l'immobilier rural, il y a des types d'investissements. Si. Quand on parle de immobilier urbain, c'est quoi l'investissement idéal et c'est quoi l'investissement idéal quand on parle d'immobilier rural? Bon, je ne vais pas m'avancer pour dire lequel des investissements est idéal, mais je vais plutôt présenter chacun, voilà. Et puis après, on pourra se faire une idée de ce dans quoi on veut se mettre. Peut-être que le temps ne nous permettra pas de développer chaque type d'investissement. Au niveau de l'urbain, comme je l'ai dit, on a différents types d'investissements. On a l'achat, revente de parcelles de terre, c'est-à-dire j'achète un terrain de 400 mètres carrés, de 500 mètres carrés, je le revends plus tard. Ça, c'est lorsqu'on est sur du moyen terme. Le moyen terme, c'est entre 2 et 5 ans. Le court terme, c'est entre 0 et 2 ans. Et puis le long terme, c'est 5-10 ans. Là, je me positionne sur du moyen terme. Après, il y a un autre type d'investissement. Je peux investir dans des projets d'aménagement en zone urbaine qui vont me permettre d'avoir des lots en retour que je vais commercialiser plus tard. Ça, c'est un autre type d'investissement. Après aussi, lorsque j'ai déjà atteint ce niveau, que j'ai des parcelles de terre, je peux faire le titre de propriété, faire mes autorisations de construction, construire et puis revendre. Je peux aussi construire et puis mettre en location. Ou alors, je peux directement acheter des appartements que je peux, à partir desquels je peux faire de la location saisonnière, qu'on appelle couramment, qu'on appelle couramment les Airbnb. Oui. Voilà. Donc, je peux aussi me pencher sur la location saisonnière. J'achète un appartement pour faire de la location saisonnière. Ça va dépendre de mon budget. Ça va dépendre de mes objectifs. Là, le taux de rentabilité est entre 70%, entre 60 et 70%. Maintenant, dans le domaine urbain, par contre, ce que je peux faire, je peux, par exemple, construire des logements pour des travailleurs d'usine. Je peux acheter une parcelle pour construire des logements pour des travailleurs d'usine. Ça se fait. Certaines personnes diront, mais est-ce qu'on peut construire des habitations en domaine rural parce que on peut pas faire le permis de construire tout ça et tout. Il y a une autorisation spéciale qui est délivrée par le ministère de l'Agriculture pour pouvoir construire des logements à des buts bien précis. Voilà. Et puis après, je peux aussi me lancer sur de l'agro-pastoral. Je peux acheter une parcelle de terre en zone rurale et puis faire soit de l'agriculture, soit faire de l'élevage, différents types d'élevage. Là, on est beaucoup plus sur de la valorisation foncière ou sur de la rentabilité à long terme. Quand je parle de valorisation foncière, je veux dire quoi? Je veux dire que j'achète une parcelle de terre qui n'a pas une grande valeur. Je retire rapidement mon capital à partir d'activités que je peux générer assez rapidement. Et puis, je me projette sur du long terme pour valoriser mon portefeuille foncier. D'accord. Là, selon vos dires, c'est comme si quelqu'un qui maîtrise déjà le secteur, qui exploite ce volet-là. Effectivement. Moi, j'aime être novice. Pas que, mais je viens voir Marie-Georges qui a des terrains et je veux acheter, je suis en train d'analyser. Elle a un terrain dans le domaine rural, elle a un terrain dans le domaine urbain. Quels sont les différents ministères lorsqu'elle me donne les documents pour la vérification? Je vais où? Déjà pour voir que c'est sécurisé, c'est authentique avant d'acheter. J'ai l'argent, mais je veux être sûr de mon investissement. OK. Alors, si tu veux acheter un terrain dans la zone urbaine, faut savoir que nous sommes en Afrique et on a quand même des villages. Okay. On a encore les chefferies qui existent, même en plein Abidjan. Voilà, Anono a sa chefferie, comment on appelle, Mbadon a sa chefferie,
Donc, on a encore des chefferies. La première étape de la vérification, c'est au niveau du village. Il faut s'assurer qu'au niveau du village, il n'y a aucun litige sur la parcelle. Et puis après, ça va dépendre du type de document que tu as en face de toi. Voilà, si tu as par exemple une attestation villageoise, tu vas vérifier au niveau du village pour t'assurer que l'attestation villageoise est authentique. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis te rassurer qu'il n'y a pas de litige sur le terrain, qu'il n'y a pas dans le même village deux personnes qui se revendiquent la parcelle. Une fois que ça c'est bon, la deuxième étape de la vérification va se faire au niveau de la construction. Vous allez vous assurer que le terrain que vous avez vu au village où il n'y a pas de litige est bel et bien reconnu au niveau du ministère de la Construction. Là, on est dans quel? Dans le domaine urbain. Là, on est dans l'urbain, au niveau du ministère de la Construction. Parce que très souvent, on est face à certaines parcelles qui sont dites issues d'un lotissement approuvé, en te donnant le numéro de lot ILO. Mais quand tu vas vérifier plus loin, tu te rends compte que la parcelle n'existe pas sur l'approbation. Pourquoi? Parce qu'il y a des aménageurs véreux qui viennent après l'approbation faire du remorcellement. On a par exemple un espace qui est prévu pour une aire de jeu. Et puis, lui, il vient, après, il remorcelle en complicité avec le village ou en complicité avec les membres de la famille. Ça arrive souvent? Très souvent. Ça arrive. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein d'exemples. Il y en a plein d'exemples. Et après, ils viennent remorceler pour revendre. Donc, ils vont te donner le numéro d'approbation. Tu vas vérifier le numéro d'approbation, c'est exact. Mais il faut t'assurer que le numéro de lot ILO qu'on te donne la figure bel et bien dans la liste des lots qui sont sur l'approbation. Donc, tu vas faire ta vérification au niveau du ministère. Ça, c'est, comme vous avez dit, on est dans le domaine urbain et dans le domaine rural. On n'a pas fini. Ça, c'est lorsque on a l'attestation villageoise. D'accord. Lorsqu'on a l'attestation villageoise. Maintenant, lorsqu'on a directement l'ACD sur la parcelle, on va faire la vérification au niveau du village. Et puis, on va faire la vérification aussi au niveau du ministère de la Construction. On ne va pas s'arrêter là. On va aller aussi au niveau des impôts pour faire une vérification sur l'ACD pour être sûr que au niveau de l'ACD, il n'y a pas une réquisition foncière qui est faite. C'est-à-dire? La réquisition foncière, c'est quoi? La réquisition foncière, c'est un document qui permet de mettre la main sur une parcelle. Voilà, c'est un document qui permet de mettre la main sur une parcelle de sorte à ce que il n'y ait aucune opération autour pendant un certain temps. La main, voilà. C'est un peu comme une hypothèque, si vous voulez. D'accord. Voilà, c'est un peu comme une hypothèque, si vous voulez. Donc, il faut s'assurer que le bien n'est pas hypothéqué. Et puis après, il faut s'assurer que celui qui nous vend le bien est le seul détenteur de la parcelle. Parce qu'on a des biens qui sont l'objet d'héritage familial. Et c'est pas un seul individu qui a pouvoir de décider. Donc, si tu te rends compte que c'est plusieurs frères et sœurs, il faut t'assurer que tous ces frères-là sont d'accord pour la vente. Donc, du coup, vous pouvez aller jusqu'à même à faire un procès verbal de famille pour vente. Ok. Donc, comme vous l'avez dit, là, on est dans le domaine... Dans le domaine urbain. Non, urbain. Urbain, Et oui. dans le domaine rural? Dans le domaine rural, si vous devez acheter une parcelle de terre dans le domaine rural, moi, je vous conseille de d'abord lancer la procédure de certificat foncier, si ce n'est pas encore fait. Si le propriétaire n'a pas encore le certificat foncier, il faut l'amener à faire le certificat foncier et puis ensuite procéder à l'achat. Dans ce cas, il a quoi comme premier document? Le premier document qu'il a, c'est le titre de propriété coutumier ou l'attestation de propriété coutumière. C'est ce document-là qui est délivré par le chef du village, qui n'a rien à voir avec l'attestation villageoise qu'on connaît au niveau du domaine urbain. Donc, une fois que vous avez vérifié que le titre de propriété coutumier au niveau du village est correct, est conforme, vous allez vous assurer que tous les membres de la famille sont d'accord pour la vente. Parce que généralement, quand on est dans le domaine rural, les ayants droit sont plus nombreux. Dans le domaine urbain, on a plus tendance à voir des terrains qui appartiennent à un seul individu. Alors que dans le domaine rural, c'est carrément une affaire de famille. Il faut être sûr que la famille est d'accord pour la vente ou la location. Et il faut bien évidemment faire le même document, le procès verbal pour la vente. Une fois que ça c'est fait, il faut faire l'enquête commodo incommodo. C'est quoi l'enquête incommodo? L'enquête commodo incommodo dure 30 jours. Dure 30 jours, c'est une étape pour aboutir au certificat foncier. C'est une publicité qui est faite autour du terrain ou autour de la parcelle, de sorte à pouvoir permettre à d'éventuels contestataires de se prononcer. On donne 30 jours
On fait une enquête commodo incommodo. L'information passe à la radio, dans les différentes administrations, à la chefferie, même dans le journal. Et quand moi, par exemple, je vois que ma parcelle fait l'objet d'une vente, je vais à la sous-préfecture ou à la mairie disons à la sous-préfecture pour contester la vente. D'accord. Donc, voici un peu ce qu'on appelle l'enquête commodo incommodo. Et après cette étape? Après cette étape, on lance directement les dossiers de certificat foncier. Ça passe par plusieurs commissions. Une fois que c'est validé, on peut maintenant faire la mutation pour l'achat. En tout cas, c'est ce que je conseille. Maintenant, après, on a des personnes qui sont vraiment friandes des affaires, qui sont plus enclins au risque. Voilà. Bon, vous pouvez vous lancer dans l'achat comme ça, mais c'est pas très recommandé. C'est pas du tout recommandé. Vous qui êtes aménageur foncier, est-ce que vous avez déjà rencontré des cas vraiment ironiques où vous avez eu à investir et puis à la dernière minute, ça a capoté? Ironique. C'est presque tout le temps. Ça arrive presque tout le temps. Déjà, quand je commençais dans mes débuts, je me suis lancé sur Bingerville. Voilà, parce que c'était la zone que j'aimais le plus. C'était la zone que j'aimais le plus. Je me suis lancé à l'assaut de Bingerville. Là-bas, dans la même zone, j'ai fait 5 échecs sur 5 projets de lotissement. Voilà, que ce soit les démarcheurs, que ce soit les propriétaires terriens ou même les membres de comités villageois. Eux tous, ils m'ont arnaqué. Wow. Voilà, donc les différents membres de cette chaîne-là, chacun a pris un peu. Voilà, c'est après, et c'est à partir de là que j'ai compris réellement comment est-ce que le foncier fonctionne. Parce que quand je me suis lancé dans le domaine, j'ai pris le temps de prendre note, de noter tout ce que je devais faire que j'ai pas fait, ou tout ce que j'ai fait que je devais pas faire. Et ça m'a permis d'avoir quand même un bon process. Et puis, avec les formations que j'ai prises de gauche à droite, je me suis fait vraiment une idée. Donc, c'est récurrent. C'est récurrent dans le foncier. Souvent, tu as affaire à un individu. Et quand tu avances, tu te rends compte que c'est pas le vrai propriétaire. Maintenant, c'est à toi de prendre tes responsabilités. C'est à toi de suivre la procédure de sorte à pouvoir circonscrire ces choses. Mais ça arrive tout le temps. D'accord. Quand on parle de Bingerville, je vais profiter pour vous demander quelles sont les villes et les régions prometteuses pour un investissement aujourd'hui. Bon, les villes et les régions prometteuses pour un investissement, déjà dans le domaine urbain, voilà, on a San Pedro qui est intéressant, on a Yamoussoukro, on a également, je vois de plus en plus Korogo. Pourquoi? Oui, je vois depuis le début de cette année, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau du Nord. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Les gens sont en train de travailler. Ils veulent vraiment emmener les gens à venir s'installer à Korogo. Voilà. Et pour quelqu'un qui veut se lancer dans la valorisation foncière, ces zones-là sont des zones à ne pas négliger. Voilà, c'est une ville touristique. C'est une ville touristique et c'est une zone qui, pour moi, elle sera prometteuse. Voilà, dans les 2-3 ans à venir, voire 5. Et puis, à côté de cela, on a Yamoussoukro qui est vraiment presque à saturation, pour ne pas dire qu'elle est déjà saturée. Et à côté de ces villes-là, on a des villes comme Sikensi, qui sont des petites villes, mais qui sont très proches d'Abidjan, qui ne sont pas encore saturées, où nous sommes déjà positionnés. On a aussi des zones comme Dabou, qui sont intéressantes, parce que pour celui qui est amoureux d'Abidjan, qui n'a pas pu se positionner à Abidjan, c'est un peu voilà l'opportunité pour lui de se positionner. Parce que autour d'Abidjan, les zones les plus intéressantes sont Bassam, Bonoir, Alépé. Ce sont des zones qui sont saturées, qui sont presque saturées et qui ont des dossiers un peu difficiles, des dossiers compliqués à gérer. Voilà. Par contre, les zones comme Sikensi, jusqu'à l'autoroute du Nord sont intéressantes. C'est pas très loin d'Abidjan. Maximum 2 heures. 2 heures. Mais là, voilà, avant de me lancer dans ce type d'investissement, je dois prendre connaissance du schéma directeur. Oui. Et savoir si mon investissement est sur une période de court, moyen ou long terme avant d'investir. C'est bien cela? Si. Parce que tout à l'heure, vous allez parler de Korogo.
Je souhaite investir à Korogo. C'est pas mon coup de cœur, hein. Bon, j'ai pas encore cité mon coup de cœur, mais allons-y. Vous avez parlé de Korogo. Je souhaite investir à Korogo. Mhm. Mais quand je regarde un peu les projets, il n'y a pas de projet majeur. Bon, c'est parce qu'on ne va pas à l'information. Ok. Voilà, moi, je pense que quand tu veux investir, il faut aller à la recherche d'informations. Aujourd'hui, mon coup de cœur, en termes de positionnement foncier, c'est Grand Laou. C'est Pourquoi? Grand Laou qui est mon coup de cœur. Parce que Grand Laou, c'est un peu, pour moi, c'est l'alternative à Assini. Ok. Pour moi, c'est l'alternative à Assini. Jacquesville aurait pu être l'alternative, mais Jacquesville connaît trop de conflits. Et puis, il y a beaucoup trop de projets qui font que les zones les plus intéressantes de Jacquesville ne sont pas habitables. Voilà. Je ne comprends pas cette partie. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a des projets étatiques, comme par exemple les pipelines. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui se lancent dans des achats. Pourtant, ces zones-là sont des zones qui vont forcément être ancrées en conflit plus tard. Donc, Jacquesville, c'est intéressant, mais pour quelqu'un qui veut vraiment se positionner avec de gros moyens, moi, c'est Grand Laou. Jacquesville, c'est pour aller sur des choses qui sont déjà prêtes avec l'approbation. Le site est déjà approuvé, tout est OK, tu peux aller là-dessus. Maintenant, pour celui qui veut se positionner sur du long terme, qui veut être un pionnier, voilà, c'est le thème que je cherchais, qui veut être un pionnier, on a les zones comme Grand Laou, des zones comme Korogo, des zones, bon, Boaké est déjà saturé, hein. Yamsoko aussi est déjà saturé. Donc, moi, mon objectif, ma vision, c'est d'être un pionnier dans une zone. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée des projets majeurs sur Grand Laou? Oui. Il y a un grand projet d'aménagement du littoral. Un grand projet d'aménagement du littoral, qui va permettre de contenir l'érosion, voilà, des côtes. Donc, ce projet-là va venir avec plusieurs autres projets. Voilà, je pense que dans un autre podcast, très certainement, on pourra s'étaler sur le sujet. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de projets sur Grand Laou. Et puis, quand je parle de Grand Laou abrite la plus grande île de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est vraiment une zone touristique qui sera très, très bien valorisée. Donc, il est important d'être pionnier dans ces genres de zones-là. Il faut les identifier. Il faut savoir leur potentiel et puis pouvoir être le pionnier. Pour moi, c'est ça, c'est la base. Quand tu viens après, quand tous les lotissements sont déjà faits, tu viens en tant qu'investisseur pour avoir une rentabilité, pour faire du business. Mais quand tu veux vraiment être pionnier d'une région, c'est quand rien n'a encore commencé. Aujourd'hui, ceux qui détiennent à Abidjan, ceux qui sont positionnés à Abidjan, qui dans des zones comme Cocody, Angré, dans des zones qui cartonnent, qui ont de très grandes parcelles ou qui ont plein de parcelles, c'était les pionniers. Voilà, donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de chercher des pionniers dans des zones qui seront prometteuses. D'accord. Alors, l'accessibilité et les infrastructures sont souvent un frein en zone rurale. Si. Comment anticiper cet enjeu? Effectivement, l'inconvénient au niveau du rural, c'est l'accès, je dirais plutôt l'accès à ces commodités-là. Les routes, on a aussi l'électricité, on a aussi l'eau courante. Voilà, donc ce sont des difficultés qu'on rencontre au niveau du rural. D'accord. On a aussi des difficultés au niveau de l'urbain. Mais dans le rural, ce sont ces difficultés-là qu'on rencontre. Mais après, il faut savoir que on a la possibilité de se tourner vers des alternatives. Voilà, par exemple, le courant électrique, on a l'alternative des panneaux solaires. On a l'alternative des panneaux solaires. L'alternative à l'eau courante, c'est les pompes hydrauliques. On a cette alternative-là. Et puis après, c'est vrai que les routes ne sont pas tout le temps là, mais on a la possibilité nous-mêmes de faire nos différentes ouvertures. Donc, effectivement, c'est la plus grande difficulté quand on est dans le domaine rural. Et puis, on a très peu accès aux administrations. Voilà. Maintenant, dans le domaine urbain, je profite en même temps pour donner les difficultés dans le domaine urbain. Le coût est plus élevé. Le coût d'investissement est plus élevé. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que ce sont des zones qui sont prisées. Ce sont des zones où il y a beaucoup d'habitations, où il y a beaucoup de monde qui bouge.
Voilà. Et puis, on a aussi la saturation du marché qui peut être un frein, qui peut être un inconvénient. Dans la zone urbaine, le marché se sature assez rapidement. On a également la forte concurrence. La forte concurrence dans le domaine urbain. Et puis, on a le fort taux de crise, de litige dans le domaine urbain. Que dans le domaine rural. Que dans le domaine rural. Ah bon? Oui. On a beaucoup plus de litiges dans le domaine urbain que dans le domaine rural. Moi, je craignais, je pensais que plus c'était dans le domaine, contraire. voilà. Non. Les litiges sont beaucoup plus nombreux dans le domaine urbain parce que les enjeux sont plus grands. Les enjeux sont plus grands, les enjeux de vouloir rapidement faire du revenu est plus grand. Donc, dans le domaine urbain, on a beaucoup plus de litiges que dans le domaine rural. D'accord. Vous avez dit que le domaine urbain est plus prisé que celui du domaine rural. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, que les gens s'intéressent plus au domaine rural? Bon, normalement, dans le domaine rural, c'est les activités rurales qu'il faut faire. Le rural, c'est pas pour habiter. Okay. À moins que tu vas loger dans un village ou dans un gros village. Le rural est fait pour être habité. Pardon, pour être mis en valeur avec tout ce qui est agriculture et autres. C'est ce qui passe là-bas. On ne peut pas construire pour faire un permis de construire ordinaire. Donc, je dirais plutôt que ce qu'il faut faire, il faut encourager l'investissement dans l'agriculture. Ok. Il faut encourager l'investissement dans l'agriculture pour que les gens de plus en plus se tournent vers ce secteur-là. Et depuis quelques années, c'est ce qui est en train d'être fait. Alors, pour que les gens se tournent vers ce secteur. Donc, pour ma part, c'est plus ça. C'est plus ça. Maintenant, après, pour régler le problème de l'urbain, on a les zones périurbaines et puis on a les zones de l'intérieur. Il faut, pour moi, il faut vraiment décentraliser tout ce qui est administration, tout ce qui est tout ce qui, en tout cas, peut attirer les investisseurs. Pourquoi pas? On peut décider qu'un ministère soit entièrement positionné à Yamoussoukro. Ça va permettre aux entreprises qui collaborent, qui coopèrent avec ces ministères-là aussi de se positionner dans cette zone. Donc, prioriser les villes de l'intérieur, ça peut permettre un temps soit peu de relâcher un peu la pression immobilière qu'il y a sur Abidjan. Est-ce que le fait de parler aujourd'hui de Grand Abidjan, je n'ai pas résoudre? C'est une solution. C'est une solution, je crois, jusqu'à 2040. Le Grand Abidjan est en train d'être révisé pour 2040. Donc, c'est aussi une solution. C'est pourquoi j'ai parlé de zones périurbaines. Ce sont les zones qui sont autour d'Abidjan qu'on appelle le Grand Abidjan. Voilà. Mais encore dans ces zones-là, pour y investir en ce moment, c'est un peu compliqué parce que il y a ce qu'on appelle la ZAD. Les ZAD ne sont pas encore entièrement levées. Donc, quand ça va être fait, en ce moment-là, on pourra se lancer dans l'investissement. Quand vous donnez les thèmes techniques, je vais toujours... La ZAD, c'est la zone d'aménagement différé. La zone d'aménagement différé, comme son nom le dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on reporte l'aménagement. On reporte l'urbanisation de cette zone-là. Le temps de tracer un plan, de tracer un schéma, le temps de donner une orientation à cette urbanisation-là. Ça permet de contrôler le type de ville qu'on crée, ou le type de commune, ou le type de quartier qu'on crée. Donc, si une zone est sujet à la ZAD, c'est pas intéressant d'investir, on doit attendre. C'est pas intéressant d'investir, on doit attendre. Okay. Maintenant, ça dépend de quel type d'investisseur tu es. Voilà, je le dis tout le temps. Voilà, parce qu'il faudrait pas que certaines personnes se sentent mis de côté. C'est ça. Voilà, pour quelqu'un qui veut quelque chose d'immédiat, c'est carrément hors zone d'aménagement différé. Maintenant, pour quelqu'un qui veut se projeter, se positionner sur du long terme, qui veut déjà prendre ses marques, il peut se lancer. Avec tout votre parcours, pour vous, à quoi devrait ressembler le marché de l'immobilier dans 5-10 ans, selon votre expérience? Dans 5-10 ans, je dirais que le marché de l'immobilier, je vais contextualiser. Je prends le contexte d'Abidjan. Dans 5-10 ans, le marché au niveau d'Abidjan, pour ma part, je pense que ça sera vraiment surchargé. Ça sera surchargé dans 5-10 ans, ça sera vraiment difficile. Nous sommes en train de parler de Grand Abidjan. On est en train de parler aussi de routes,
pour permettre de favoriser la circulation, tout ça et tout. Mais je suis sûr que dans 5-10 ans, ça sera vraiment compliqué. Voilà. De s'installer à Abidjan dans 5-10 ans. Ça sera vraiment difficile de s'installer à Abidjan. Et le coût du logement ne va faire que croître. Maintenant, après, il faut trouver des solutions pour pouvoir un temps soit peu relâcher la pression. Et on va se tourner vers d'autres zones, comme des villes de l'intérieur. Voilà, je pense que dès maintenant, on doit commencer à se positionner là-bas. On ne doit pas dire qu'on veut forcément être à Abidjan. On peut faire fortune là-bas et puis revenir s'installer à Abidjan. Ça aussi, c'est une stratégie. Ça aussi, c'est une stratégie. Moi, c'est ce que moi, je pense. Et quand vous voyez les zones de l'intérieur, quelles zones vous pouvez conseiller? Oui, effectivement, on a des zones comme, je l'ai cité, on a des zones comme Yamoussoukro, on a des zones comme Grand Laou, on a des zones comme San Pedro, on a des zones comme Korogo, où le boom n'est pas encore à 100%. On a des zones comme Sikensi, qui ne sont pas très, très éloignées. On a des zones comme Tiasalé, également, qui ne sont pas très éloignées d'Abidjan. On a aussi Aboville qui est là, qui n'est pas à négliger. Ce sont des zones qui sont intéressantes. Aujourd'hui, tu peux quitter Aboville pour venir à Abidjan au travail et retourner à Aboville. Donc ça, c'est possible. C'est 2 heures. 2 heures de route. Voilà, quand tu roules normalement. Mais il y a certaines personnes qui font moins que ça. Donc, tu peux aller au travail et revenir. Souvent, même dans Abidjan, on fait 2 heures pour aller au travail. Tu sors matin à 6 heures ou bien à 4 heures du matin, tu arrives au travail à 7 heures. Bien, tu arrives à 6 heures. Donc, c'est un peu pareil, quoi. Et à l'épée, vous voyez à l'épée comment? Oui, à l'épée aussi, c'est intéressant. Mais pour moi, à l'épée est déjà dans Abidjan. Pour moi, à l'épée, c'est déjà Abidjan parce que les gens sont déjà positionnés. À l'épée, les gens sont vraiment positionnés. Les gens sont positionnés. On a les pionniers qui sont là. Ils attendent juste qu'on dise la ZAD est levée. Quand on va lever la ZAD, c'est là qu'on sentira quand l'épée est vraiment saturée. Moi, je sens qu'il y a déjà la même mise sur toutes les parcelles en termes de projets de lotissement, en termes de projets immobiliers. À l'épée, en tout cas, c'est intéressant. Mais déjà, les gens sont aux aguets. C'est un peu comme le cas de Motobé. Oui. C'est un peu comme le cas de Motobé. Quand tu viens, tu vois Motobé. Pour celui qui n'est pas dans le secteur, quand il voit Motobé, il dit mais c'est encore la bourse. C'est ça. Il sait pas que Motobé est déjà saturé, est déjà bouclé de projets. Voilà, pareil pour Vitré. Vitré également. Ok. Donc aujourd'hui même c'est un peu compliqué d'avoir un terrain à bas prix au niveau de Bassam. Donc beaucoup de personnes se sont un peu projetées sur Vitré, Motobé, ce qui répond aussi à à vos dits tout à l'heure. Si. Donc, et aussi au niveau de Vitré, de Motobé, pardon, l'accessibilité est certes compliquée, mais est-ce que pour quelqu'un qui souhaite investir, est-ce que vous pouvez lui dire de ne pas avoir un frein face à l'accessibilité, il peut se projeter? Non. Je ne peux jamais conseiller à quelqu'un d'avoir un frein. Ok. Seulement, il faut savoir avec qui tu investis. C'est ça. Voilà, il faut investir avec des personnes sérieuses. Voilà, des personnes sérieuses. Je ne dis pas que il y a certaines personnes qui ne vont pas faire d'erreur ou échouer. Mais il faut investir avec celui qui ne va pas fuir pour te laisser seul dans le problème. Parce que il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui, tout investissement est risqué. C'est ça. Celui qui ne veut, même celui qui va acheter un terrain avec ACD, il court des risques de ne pas entrer en possession avec son terrain. C'est avec l'ACD encore? Oui, avec l'ACD. L'ACD se casse, non? L'ACD, avant, oui. Avant, oui, mais avec les nouvelles réformes, ça sera plus difficile. C'est pourquoi de casser l'ACD. C'est pourquoi tout est en train d'être réformé. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas investir, mais il faut savoir avec qui investir et comment investir. Parce que tu peux investir avec quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est sérieux, qui a une bonne vision, et puis ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Mais après, il y a des solutions de repositionnement. Il y a des solutions de repositionnement. Parce que quand on investit, c'est pour avoir un patrimoine. C'est ça le plus important. Mais tu ne vas pas investir avec quelqu'un où, à la moindre secousse, il disparaît. Après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu n'as plus de ses nouvelles, tu peux plus le retrouver. Moi, j'ai investi avec quelqu'un comme ça, mais je peux plus l'avoir, je sais plus où il est. Vous voyez? C'est ce genre de personnes qu'il faut éviter. Et il faut prendre le temps de connaître le parcours de celui avec qui on investit. Il faut apprendre à voir sa vision, qu'est-ce qu'il veut devenir, où il va, comment est-ce qu'il se positionne. Donc, c'est important. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas investir à Motobé. Motobé, c'est intéressant. C'est une zone qui est vraiment très, très intéressante. C'est vraiment très beau.
quand tu vas à Bassam, tu vois que les constructions sont vraiment innovantes. Hein? Donc, je peux pas interdire ou du moins ne pas conseiller quelqu'un de ne pas investir. Monsieur Herman, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ADU. Pas plus que l'année dernière, on a dit au plus grand tard le 31 décembre, toute personne ayant son attestation doit passer maintenant à l'ADU. Nous sommes en 2025. Si. L'ADU est pas encore rentré totalement en vigueur. Les procédures sont en train d'être faites. Mais est-ce que vous pensez que ça va être quelque chose qui va stabiliser le marché de l'immobilier ou devons encore attendre des années pour que cela soit vraiment... Déjà, il faut dire que avec l'avènement de l'ADU, il y a eu une chute au niveau de l'immobilier, au niveau des ventes immobilières. Il y a eu une grande chute. Si quelqu'un dit que le marché n'a pas connu de changement, je dirais que c'est pas vrai. Il y a eu une chute. Parce que lorsque l'ADU a été initié, il y a eu plusieurs personnes qui sont entrées dans une crainte pas possible. Tous les investissements ont commencé à être mis en doute. Même quelqu'un qui est en train d'investir sur un ACD, il a peur parce qu'on ne comprenait rien, tout le monde était un peu perdu. Donc forcément, l'ADU va impacter le milieu de l'immobilier. Ça va impacter pendant un certain moment négativement financièrement, surtout les agences, les entreprises immobilières, parce qu'il y aura plus de retenue. Les gens maintenant se retiennent pour acheter, et puis il y a des transactions immobilières qui ne sont plus d'actualité. Vous voyez, donc forcément il y aura un impact financier. Par contre, négatif. Bon, je sais pas si je vais dire négatif, mais décroissant. Par contre, en termes de sécurité, ça va apporter quelque chose. Ça va apporter quelque chose d'innovateur. En tout cas, jusqu'à ce que l'ADU soit vraiment en vigueur, ça va apporter beaucoup de choses, beaucoup de choses intéressantes. Ça va réduire énormément les litiges, énormément. L'ADU va-t-il impacter le domaine rural et le domaine urbain? Non, l'ADU n'impacte que le domaine urbain. Okay. L'ADU n'impacte que le domaine urbain. Donc, au niveau du domaine urbain, ça va apporter beaucoup de changements. Ça va apporter beaucoup d'air, en tout cas. D'accord. Mais pourquoi on parle pas aussi d'ADU dans le domaine rural? On ne parle pas d'ADU dans le domaine rural parce que au niveau du rural, on ne peut pas faire de morcellement. On ne peut pas faire de morcellement, on ne peut pas faire de lotissement, tout simplement. Okay. Même dans le domaine urbain, il y a certains moments, on ne parle pas d'ADU. Lorsque, par exemple, moi, je vais sur une immatriculation hors lotissement. L'immatriculation hors lotissement aboutit à l'ACD global. Voilà, à l'ACD. On ajoute le thème global dessus parce que ça englobe toute la parcelle. Et c'est après l'ACD que je vais maintenant procéder au morcellement. Donc, en ce moment-là, on ne parlera plus d'ADU. Donc, on a deux types d'acquisition dans le domaine urbain. On a un modèle d'acquisition qui est impacté par l'ADU. Ça, c'est quand on fait l'immatriculation à partir d'un lotissement. Et puis, on a un autre type d'acquisition qui n'est pas impacté par l'ADU. C'est quand on fait l'immatriculation hors lotissement avant le morcellement en lot. La première partie impactée par un lotissement approuvé. Approuvé. C'est mieux de... Si. D'accord, c'est très bien. Après, pour vous, je viens d'acheter un terrain et quelles sont les différentes étapes vraiment pour arriver jusqu'à mon ACD? Pour arriver jusqu'à l'ACD, si j'ai acheté le terrain sur une parcelle approuvée, comme je l'ai dit, on va faire le compulsoire avec le commissaire de justice. On va faire le dossier technique avec l'expert géomètre. Ensuite, avec sa pièce d'identité, on dépose au niveau du ministère de la Construction, qui maintenant va se charger de faire ce qu'on appelle le bornage contradictoire, va se charger de faire la localisation, va se charger de créer un titre foncier et puis après de délivrer l'ACD. Lorsque le numéro de titre foncier sera publié au journal officiel. Là, j'ai mon ACD. Je fais un achat sur une parcelle qui a un ACD global. Qu'est-ce que je fais? Même un ACD individuel. Okay. Je peux avoir, par exemple, j'ai fait l'étape que je viens de présenter là et mon ACD sort. Je veux revendre le terrain avec l'ACD. Celui qui vient acheter le terrain, lui, quand il a l'ACD, il va avoir un notaire.
avec le notaire, on va faire ce qu'on appelle une attestation notariée de vente. D'accord. Et le notaire va se charger d'entamer les démarches pour que le nouvel acquéreur ait non pas l'ACD, mais plutôt le certificat de mutation de propriété foncière, qui est le CMPF. Mais et la partie où j'achète dans un ACD global? Dans un ACD global, c'est pratiquement pareil. Pareil. Maintenant, dans l'ACD global, là, à ce niveau, il y aura un morcellement qui va être fait. Le géomètre expert va intervenir pour morceler la partie qui m'intéresse. Okay. Je vais par exemple sur du 20 hectares. Moi, je vais acheter 1 hectare dans les 20 hectares. Le géomètre expert va passer d'abord. Il va morceler les 1 hectare. Et puis ensuite, à partir de ce dossier technique-là, on va faire l'attestation notariée de vente. Et puis passer maintenant au certificat de mutation de propriété foncière. À vous entendre, c'est facile. Mais vraiment, il y a certains clients qui se posent toujours des questions. Est-ce que l'immobilier, surtout ceux qui sont en Europe, est-ce que l'immobilier en Côte d'Ivoire est sécurisé? On tend vers la sécurisation. Avec l'ADU. Oui, avec l'ADU. Et puis, je pense que, contrairement à les années antérieures, on a de plus en plus d'entreprises qui sont sérieuses. Alors, on a de plus en plus d'entreprises qui sont sérieuses parce qu'on a démystifié le secteur. Avant, on ne savait pas trop c'est quoi, même sympathisation villageoise, on ne savait pas de quoi il s'agit. Quand tu demandes aux anciens, ceux qui sont dans le lotissement, personne ne veut te dire, personne ne veut te donner les informations, même les informations ont été vulgarisées. Donc, de plus en plus, les entreprises tendent à être plus sérieuses parce que les clients aussi qui viennent de plus en plus sont informés, ont la formation. Voilà, donc je pense qu'on tend quand même vers une sécurisation de la chose, même si le travail reste encore grand, mais je pense que les choses sont en train de s'améliorer. Est-ce qu'aujourd'hui, les administrations vous facilitent la procédure d'obtention des documents? J'achète mon terrain, je me dis je peux avoir mon ACD rapidement, mais c'est en combien de temps? Bon, avec l'avènement de ce qu'on appelle le SIGFU, qui est le système intégré de gestion foncière urbaine, les choses vont aller plus rapidement. Et puis, il y a aussi une réforme qui a été validée, c'est la signature électronique des demandes d'ACD. Okay. Par le passé, le ministre de la Construction signait manuellement les différents titres. Ça fait que s'il y a 5000 ACD à signer, il doit signer ces 5000 ACD-là. C'est pas aujourd'hui, on finit. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, la signature électronique a été adoptée depuis le SIGFU, elle est depuis le système intégré. Donc, je pense que quand les choses vont vraiment entrer en vigueur, je pense que le délai sera beaucoup plus court. Mais il faut dire que, contrairement à avant, il y a quand même de l'amélioration. Parce que nous, on a lancé des demandes d'ACD. Déjà, les titres fonciers sont créés et c'est plus rapide. Maintenant, après aussi, il faut reconnaître qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus rapide qu'à Abidjan. Okay. Voilà, qu'à Abidjan. À l'intérieur, lorsque tu fais une demande d'ACD à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus rapide que lorsque tu le fais dans le Grand Abidjan. D'accord. Quand vous parlez d'intérieur, peu importe, ainsi, mon site est sujet au domaine rural Non, l'ACD n'intervient plus dans le rural. Lui, il est uniquement dans l'urbain. Voilà. Ok, super. Avec vous, on apprend vraiment beaucoup. Je pense bien que tous ceux qui nous suivront vont beaucoup apprendre avec vous. Et il faut dire que là, nous tombons pratiquement vers la fin. La fin. Et on a aussi, comme vous avez vu, le thème immobilier urbain, immobilier rural, où investir. Ok. Vous, on va trancher. Voilà. Ok. Pour dire vrai, je ne vais pas donner ma position entre l'urbain et le rural, mais je vais plutôt partager une stratégie. Ok. Voilà. Quand on est sûr de l'urbain, on est sûr de la rentabilité à court terme. Quand on va sur le rural, on est sûr de la valorisation foncière à long terme. Ça veut dire que dans 5-10 ans, on veut vraiment avoir un patrimoine immobilier consistant. Voilà. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est de pouvoir faire les deux, pour ceux qui ont la capacité. Investir dans l'urbain pour avoir une rentabilité à court terme, et puis réinvestir dans le rural pour une valorisation foncière sur du long terme. Ça, c'est pour ceux qui ont la capacité d'investir dans l'urbain, ceux qui ont un portefeuille de 1 à 5 millions, voire 10 millions investis dans le rural.
C'est possible. Hein. C'est possible. Avec les deux, c'est faisable. Ça dépend des stratégies. Il y a tellement de stratégies. Avec les deux, c'est faisable. Mais c'est le temps d'investissement qui va être beaucoup plus long dans le foncier et rural. D'accord. Alors, moi, c'est bon. Vraiment, j'ai beaucoup appris avec exactement. vous. Merci beaucoup. Je dis merci à M. Herman Nyombe pour toutes ces informations qu'il nous a données. On espère que les personnes qui suivront cette émission seront très édifiées comme nous l'avons été lors de cet enregistrement. Et on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, on vous demande de vous abonner massivement parce que ce n'est que le début et on vous promet du lourd, comme on dit. Merci à M. Merci, Herman. Merci beaucoup. Merci, Marie-Jo. Ce fut un plaisir. Ouais, c'est la famille, hein, on est à la maison. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.